Bien, alors nous allons pouvoir reprendre. Deuxième heure, donc nous passons au problème philosophique, plus exactement à une première approche des questions que nous allons devoir suivre dans ces quelques séances. Si la notion de sujet-agent peut apparaître comme contradictoire, elle n'a historiquement cours qu'une fois réalisé ce que j'appelle le chiasme de l'agence, c'est-à-dire la dévolution au sujet des fonctions et conditions de l'agency. La notion de sujet-patient, elle, ne pose pas de problème. C'est le sens qu'a originairement, autrement dit, avant le chiasme, le mot sujet, l'hypokeimenon subjectum, qui, comme on l'a vu maintes fois, en latin comme en grec, chez Augustin comme chez Aristote, désigne un support ou un substrat, une substance ou un substant, bref, un porteur, un récepteur de qualité ou propriété accidentelle. Donc, si la notion même de sujet-patient ne pose pas de problème, qu'est-ce qui pose problème dans ce que j'appelle le sujet de la passion? Eh bien, ce qui pose problème, c'est de savoir quel est le sujet qui souffre, puis qui est le sujet qui souffre. Le passage du quel au qui, supposant ou impliquant que ce sujet soit également posé comme capable de dire qu'il souffre, c'est-à-dire de s'attribuer sa souffrance et ou passion. Cela suppose ou implique aussi que le dit sujet soit capable de souffrir en première personne, qu'il soit capable d'une souffrance qu'on va dire personnelle, d'un discours personnel sur sa souffrance. Ce qui est sujet à variation, à degré, d'un individu l'autre, d'une personne l'autre. Il y a des douleurs muettes. Le proverbe dit « les grandes douleurs sont muettes ». Il y a des passions éloquentes. Il y a une éloquence de la passion, il y a des souffrances éloquentes, il y a une éloquence de la souffrance, pas nécessairement la même, ni en soi, ni pour nous, ni pour moi, ni pour vous, pour chacun de nous. C'est d'ailleurs là peut-être que nous nous distinguons, que chacun de nous se singularise, et deux fois, dans la propriété de sa souffrance ou de sa passion, et dans l'expression de sa souffrance ou de sa passion. Ce qui pose problème, c'est la détermination de ce qui peut revendiquer pour soi le titre de sujet, le je qui suit le sujet de ma souffrance, ou ce qui, en moi ou de moi, est le sujet de ma souffrance, ou est ce qui souffre. Précisons, dire le sujet de la passion, c'est une manière de dire l'âme et le corps, et d'induire un problème, l'union de l'âme et du corps. Le problème qu'on appelle aujourd'hui en anglais body-mind, en tant qu'il se conjugue ou se noue à celui de la personne et du moi. En effet, quel est le sujet de la passion? Les candidats naturels sont l'âme et le corps. Cela renvoie au body-mind problème. Mais il faut se méfier des candidats naturels. On trouve en effet cette distinction, l'âme, le corps, et l'esprit, ce qui renvoie à un autre problème, celui de la distinction entre ce qu'on appelle en anglais soul et mind. Et cela renvoie donc à la distinction et à la confusion possible entre ces deux problèmes, corps-esprit et âme-esprit. J'ai fait allusion à l'ensemble du dossier du « je » de la passion dans le cours du 26 juin 2014
en évoquant ce que j'avais appelé l'allongement du questionnaire de la subjectivité du Moyen-Âge à l'âge classique. Voyant qui perçoit, question, qui éprouve, question, s'ajouter à qui pense et quel est le sujet de la perception, quel est le sujet des émotions, s'ajouter à quel est le sujet de la pensée. Et au seuil de la modernité, j'avais évoqué les prémices d'un problème nouveau, d'un problème qui est sur le point d'apparaître et qui va apparaître chez Descartes, celui de l'unité subjective de l'homme en l'espèce de, je parle des prémices ici de ce problème, y a-t-il un sujet unique de la pensée, de la perception et des émotions, ou qui dit je dans je pense, je perçois, j'éprouve. Cela posé donc, en ayant en tête cet allongement du questionnaire de la subjectivité, un certain nombre de connexions entre problèmes se présentent à nous. On peut connecter le problème du sujet de la passion à la distinction entre qui et quoi, la quicité et la quiddité, la Wahrheit, quicité, et la Wahrheit, quiddité, heideggerienne, que nous avions évoquée dans les cours du 3 avril 2014 et du 6 janvier 2015. Vous pouvez vous y reporter. Et cela prend la forme de la distinction entre les questions suivantes. Qu'est ce qui pâtit versus qui pâtit? Qu'est ce qui souffre versus qui souffre? Qui pâtit? Qui souffre? L'âme, le corps, l'esprit, comme on vient de le dire, mais aussi le je, ce qui dit « je souffre ». On retrouve ici la distinction entre le « je » et « ça », rencontrée à propos du cogito dans nos séances précédentes. La distinction entre « je pense » et « ça pense en moi » se retrouve avec « je souffre », j'ai mal, et « ça souffre ». Mais peut-on ajouter « en moi », ça souffre en moi? Comme on dit avec Schelling, ça pense en moi, es denkt in mir. Si oui, quel sens pourrait bien avoir cette inclusion? Ça souffre en moi. On peut peut-être admettre que je ne sois pas le sujet de mes pensées, ou qu'il y ait en moi un sujet de mes pensées qui ne soit pas une partie de moi, mais bien seulement quelque chose en moi, aliquid in anima, plutôt que aliquid animae. Par exemple, le nous, l'intellect, dit possible ou patient dans la philosophie médiévale. Sachant que, bien entendu, il faudrait entrer dans la distinction entre possible et patient, ce que je ne ferai pas maintenant. Mais cela peut-il valoir pour la souffrance? Cela peut-il valoir pour la passion? Cela peut-il valoir pour l'affect que l'on dirait aujourd'hui émotionnel? On peut en douter, ça souffre en moi. La passion implique le corps, la souffrance implique le corps, dira-t-on. La pensée ne l'implique pas. On peut faire un parallèle entre pensée et action. Pas d'avéroïsme dans le domaine des émotions. Je réponds, la pensée n'implique pas le corps pour un dualiste. Mais tout le monde n'est pas dualiste. Pour un aristotélicien, par exemple, tout particulièrement un avéroïste, l'intellect a besoin du corps, car il a besoin d'un fournisseur d'images. Il a, dit Siget de Brabant, besoin du corps non comme d'un sujet, mais comme d'un objet. Le même argument ne vaut-il pas aussi pour la passion, la souffrance, la douleur? La question est,
qu'est-ce qui éprouve ma douleur? Se pourrait-il que je ne sois pas le sujet de ma douleur? Se pourrait-il que je ne sois pas le patient de ma passion? Comme il se peut que je ne sois pas le sujet de ma pensée, ni l'agent de ma pensée. Ne pourrait-on distinguer sujet de la passion et patient de la passion, comme certains distinguent sujet de la pensée et agent de la pensée? La chose ne se complique-t-elle pas singulièrement si l'on distingue âme, corps, esprit, je, d'une part, sujet et objet, d'autre part, comme le font les avéroïstes pour l'intellection et la pensée? Peut-être. Mais en sens inverse, n'est-il pas au contraire simple et évident que s'il y a un sujet de ma passion, ce ne peut être qu'un sujet patient et que ce dernier ne peut être que moi, quelle que soit la chose ou l'entité que désigne le terme « moi ». Corps, âme, âme unie à un corps en tant qu'elle lui est unie, ou plus simplement encore, conscience, conscience sujet ou sujet conscient. On y reviendra. Poursuivons. On peut connecter le problème du sujet de la passion à la question du lieu de la souffrance, à la topologie de la souffrance. Où est le lieu de la souffrance? Est-ce le corps? Est-ce l'âme? On a ainsi deux questions liées. Si vous rapprochez connexion 1 et connexion 2 dans mes planches successives. Première question, la question qui, la question quoi, qu'est-ce qui souffre? Qui souffre? Deuxième question, la question où. Où souffre-t-il? Ou si vous préférez, où y a-t-il souffrir? Deux réponses, au moins. Première réponse, le lieu est le corps. Le lieu de la souffrance, c'est le corps. Dire le sujet de la passion, c'est dire le corps souffrant. Faire l'histoire du sujet de la passion, c'est faire l'histoire du corps souffrant. Deuxième sorte de réponse, le lieu de la souffrance, c'est l'âme, ou bien c'est l'esprit. Mais dans ce cas, quelle place, quelle fonction attribuer au corps? Une réponse obvie, une réponse évidente. C'est une fonction étiologique. Voilà la place, la fonction qui reste au corps si le lieu de la souffrance est l'âme ou l'esprit. Topologie de la souffrance et étiologie de la souffrance se conjuguent dans une thèse que l'on peut considérer comme classique. L'esprit est le lieu de la souffrance. C'est le lieu où elle est éprouvée. Le corps est le lieu de la cause de la souffrance. Le corps, je pense au dérangement dans le corps, selon l'expression de Descartes. Il y a un certain dérangement dans le corps. À quoi correspond dans la pensée une douleur, une souffrance? Reste à se demander s'il y a un lieu de la cause de la passion comme il y a un lieu de la cause de la souffrance. De fait, en rigueur de terme pour un cartésien, faim, soif, douleur ne sont pas des passions. Ce sont ce qu'il appelle des sentiments. Je peux dire « j'ai mal à une dent » quand j'éprouve un mal de dent. Mais où ai-je mal quand j'éprouve une passion comme la haine? Nous y reviendrons. On peut connecter le problème du sujet de la passion
à celui de l'identité personnelle, à celui de l'empathie, à celui de la sympathie, et donc aussi à celui de la reconnaissance d'autrui, évoqué dans le cours du 19 juin 2014. Et d'autres problèmes encore, comme celui de l'action à distance, celui de la contagion et celui de la compassio au sens médical du terme, celui enfin de la contagion des émotions. C'est le cas, par exemple, avec deux problèmes liés mais distincts. Premier problème, puis-je éprouver la souffrance d'un autre? Littéralement, compatir. Et entendons-nous bien, compatir ne signifie pas éprouver de la pitié, mais bien éprouver la souffrance d'un autre, non pas éprouver de la pitié pour cet autre qui souffre, en compatissant avec lui. Puis-je éprouver la souffrance d'un autre? Deuxième problème, puis-je souffrir dans un autre corps que le mien? P1, le premier problème, pose au niveau le plus radical le problème de la sympathie, éprouver la souffrance d'un autre. Mais aussi, par voie de conséquence, P1 pose le problème de la représentation et du spectacle de la souffrance, de la représentation et du spectacle de la passion, de la représentation et du spectacle de la mort. P1 pose également le problème de la terreur, de la catharsis au spectacle théâtral et de l'édification, de la pitié, cette fois, mais aussi de la cruauté. Tout ça est lié. La capacité d'éprouver la souffrance d'un autre nous conduit par un réseau complexe que nous verrons à toutes ces notions: représentation, spectacle, passion, mort, souffrance, terreur, catharsis, édification, pitié, cruauté. P2 pose, et là c'est un peu plus acrobatique, le problème de la propriété de la souffrance, manipulée par Schlick, Moritz Schlick et au-delà, dans leurs propres termes, par les questions de Wittgenstein, relayées par Moore dans le célèbre problème du mal de dents dans les lectures des années 1930-1933, qui reprend à sa manière, donc qui n'est pas ontologique mais bien odontologique, P1 et P2, et qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'une théorie dite de la non-propriété des états psychiques ou affectifs, développée sous la forme de la célèbre No Ownership ou No Subject Doctrine of the Self, critiquée par Strawson dans Individuals. À propos du lien entre ces deux problèmes, P1 et P2, je dis bien que le problème P1 est, je le répète et le martèle, puis-je éprouver la souffrance d'un autre? Je dis bien éprouver et non pas imaginer. Quoique, voyez un texte sur lequel mon ami Jean-Baptiste Brenet a attiré mon attention tout récemment, un texte de Baudelaire, Les Fenêtres, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant
qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée, déjà pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien. J'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Moritz Schlick, obviously, is not Baudelaire. Et non, pas vraiment. Mais voilà, donc les questions de Moritz Schlick et de Wittgenstein sont les suivantes. Étant donné un individu X qui, d'après son comportement, de toute évidence est affligé d'un mal de dents, je demande, X, question 1, a-t-il le même mal de dents que moi ? Question 2, est-il pensable que j'ai un mal de dents dans la dent de quelqu'un d'autre ? Alors évidemment, ces questions, et particulièrement cette deuxième question, n'a, semble-t-il, aucun sens. Mais elle acquérera un sens, et vous verrez qu'elle en a un particulièrement troublant, si on la resitue dans le contexte des dénonciations et que l'on voit que la personne qui s'interroge sur cette question est précisément face à un miroir, voire à une démultiplication de visages dans un jeu complexe de miroirs. Donc ça va nous conduire au stade du miroir, der Spiegel. Chez Schlick, ces questions sont monnayées dans les propositions test, elles n'y sont pas toutes ici, mais un certain nombre, utilisées pour la discussion de ce qu'il appelle le solipsisme proprement dit, notamment les 4 suivantes. I feel pain only when the body M is hurt, où M désigne mon corps. Je ne ressens de peine, de douleur, pain, que quand, plus exactement, le corps, un certain corps M est lésé. I can feel only my pain. I can feel somebody else's pain as well as my own. I can feel pain in other bodies as well as in my own. La souffrance est-elle communicable ? La souffrance peut-elle être partagée ? Peut-on prendre part à la souffrance d'un autre ? J'ajouterais, peut-on ne pas prendre part à sa propre souffrance ? Puis-je rester extérieur à ma souffrance ? Pour les premières questions, la souffrance est-elle communicable ? La souffrance peut-elle être partagée ? Peut-on prendre part à la souffrance d'un autre ? Pour les premières, eh bien, on trouve sur sa route le principe fondamental d'Augustin, qui nous dicte une réponse. Un accident ne peut dépasser, dit Augustin, ne peut transcender son sujet d'inhérence. On rencontre donc ce qu'on appelle aujourd'hui le problème de la non-transférabilité des tropes. On rencontre ce qu'on appelle aussi dans l'histoire de la philosophie, y compris dans l'histoire de la philosophie ancienne, ou plus exactement dans l'historiographie de la philosophie ancienne, la migration des qualités. Les qualités ne migrent pas d'un sujet à l'autre. Voilà de quoi dresser un formidable obstacle devant la thèse qui soutiendrait que l'on peut prendre part à la souffrance d'un autre, que la souffrance est communicable d'un qui souffre à un qui ne souffre pas déjà, mais qui va souffrir bientôt si la dite souffrance lui est communiquée, et voilà qui dresse un formidable obstacle à la thèse selon laquelle la souffrance pourrait être partagée.
les qualités ne migrent pas d'un sujet à l'autre. Et eh bien, cette affirmation, ce problème de la migration des qualités rejoint le problème de la contagion des émotions que nous évoquions au début. J'avais fait allusion au premier problème, la non-migration des qualités, dans le cours du 13 mars 2014. Je vous rappelle au passage que j'avais fait allusion, ce faisant, à un célèbre texte de Manzoni dans les Promessi Sposi, qui est consacré à l'impossibilité de la contagion de la peste, n'est-ce pas, puisqu'un accident ne passe pas d'un sujet à un autre. Et on citait l'adage d'Augustin. Bon, j'avais fait allusion à tout cela en évoquant le dossier, disons, de la transmission, de la migration des qualités d'un sujet à un autre dans les commentaires anciens des catégories d'Aristote, où l'on prenait les exemples suivants que vous avez au tableau, enfin sur le slide, la fragrance de la pomme dans un sujet 1, S1, qui est la pomme, qui passe dans la main, un sujet 2. Si je ramasse cette pomme et que je la déplace et la pose ailleurs et que je respire ma main, eh bien, j'y trouve une trace, une fragrance de la pomme qui a donc transité de la pomme dans ma main. Soutient-on? Et ça, c'est ce que l'expérience nous enseigne. Donc, comment expliquer ça? Il faut bien admettre qu'une qualité, la fragrance, transite d'un sujet dans un autre. Autre exemple, la douceur du miel qui passe dans l'hydromel. Un exemple moins intéressant, assurément, l'odeur de l'ail qui passe dans la laine, le parfum des roses, qu'on lui préférera, qui passe dans l'air, ou l'odeur des parfums brûlés qui passe dans les vêtements. Voilà tous les exemples qui sont pris dans le traitement, disons, de la migration des qualités ou de la transférabilité des accidents. Alors, donc je le disais, il va falloir que nous croisions ce problème et ces thèses et l'univers textuel qui les sous-tend avec les problèmes, les thèses et les univers textuels qui la sous-tendent, je veux dire, le sous-tendent, le problème de la contagion des émotions. Il faut croiser ces deux, il faut mettre ensemble ces deux séries de questions et la conceptualité qui va avec. Peut-on transférer des émotions? Peut-on transférer des états affectifs, des états mentaux, des états psychiques, des pensées, des conceptions, des affects? L'univers textuel sous-jacent à la contagion de la douleur, qui fait intervenir la vision dans le spectacle, donc je veux dire le spectacle de la douleur, c'est celui des problémata d'Aristote. On l'a évoqué au début de l'heure, enfin de la séance. Bon, ça, nous y reviendrons donc aux problémata d'Aristote. La conspiratio, qui est l'autre forme médiévale de la sympathie, comme je l'indique dans le slide, nous en avons parlé l'an dernier, effectivement, à l'endroit où précisément le problème de la sympathie et de l'empathie se conjugue avec ou rejoint celui de la reconnaissance de l'autre, de la reconnaissance d'autrui. La conspiratio, que nous allons donc devoir maintenant penser avec ou en même temps que, dont il va nous falloir organiser la rencontre avec la compassio, la conspiratio, eh bien, elle intervenait chez Pierre Dolieu, Pierre Olivi, en même temps que la vision, comme dans la compassio, et se connectait à un problème célèbre au Moyen-Âge, qui est le problème de l'ange de Tobie. Voyez à ce propos le cours du 19 juin 2014.
un mot sur ce problème. Dans le livre de Tobie, dans la Bible, 5, de 5 à 10 et 21, mais je vais entrer un peu plus dans le détail. Dans le livre de Tobie, l'ange de Tobie, ce qu'on appelle l'ange de Tobie, à savoir l'ange Raphaël, a l'air d'un homme, lui qui apparaît à Tobie, sous le nom d'Azarias. Il a l'air d'un homme à cause des actes qu'il accomplit. Il conduit Tobie sur les routes de Médie, vers les Mèdes, il l'initie à la pêche, il le mène à Sarah, sa future épouse, il boit, il mange, il parle. Nul moyen de déceler qui est là sous cette panoplie d'actes. Tobie voit durant toute l'affaire Azarias, un homme, alors qu'il a affaire à l'ange Raphaël. L'observation extérieure ne suffit pas donc pour accéder à autrui, en tant que sujet identifiable. Ici, le sujet identifiable, c'est Raphaël. Pourtant, ce qu'on voit, c'est Azarias. Vital Dufour et Occam, deux autres franciscains, ont évoqué Raphaël Azarias. La thèse de Pierre Ollieux, je la résume en quelques mots parce qu'elle est intéressante et elle jette quelques lueurs sur cet étrange terme de conspiratio. Elle jette une lueur problématique. C'est tout ce que je peux vous promettre, comme vous allez voir tout de suite. La thèse de Pierre Ollieux, je connais mon âme par inspiratio, par inspiration. Je connais celle d'autrui par conspiratio, conspiration. Je connais mon âme par inspiration. À partir de là, sur la base d'une observation par les sens, que certains êtres ont un certain comportement, qu'ils accomplissent les opérations caractéristiques de la vie, du mouvement et de la sensation. J'ai par inspiration connaissance de mon âme. J'observe par les sens que certains êtres accomplissent manifestement les opérations de la vie, puisque, et du mouvement et de la sensation, puisqu'ils font des gestes, accomplissent des actes qui sont ceux de la vie, du mouvement et de la sensation. Rien de plus. Eh bien, à partir de là, quelque chose d'autre a lieu. Il y a quelque chose comme une perception empathique, moyennant, dit Pierre de Jean Ollieux, une puissante conspiration, conspiratio, mon esprit estime, je cite, et quasiment sent que ceux-ci, ces êtres, ont un esprit semblable au mien. Donc vous voyez, inspiration, observation, conspiration. Ça, on a l'impression d'être avec un coach, n'est-ce pas ? C'est comme cela qu'on reconnaît autrui. La compassio intervient, elle aussi, en même temps que la vision. Vous vous rappelez, pourquoi, quand on voit des gens bâiller, se laisse-t-on aller presque toujours, mais pas toujours, à bâiller à son tour. La compassion intervient là aussi en même temps que la vision, mais elle peut impliquer d'autres sens comme l'odorat. La compassion se connecte au spectacle, au problème du spectacle, de la douleur. C'est le cas dans la littérature philosophique, dans la littérature théologique. Ça n'est pas le cas de la conspiration, dont on parle très peu, de la compassion, on en parle beaucoup, et là, véritablement, la compassion intervient dans ce champ complexe-là, où nous retrouvons, comme j'indiquais tout à l'heure, le spectacle de la douleur, la publicité du châtiment, la publicité des exécutions, la
publicité de la torture publique, la torture publique, et même le terrorisme. Nous verrons ce qu'il y a à dire là-dessus dans la tradition philosophique. Donc nous retrouvons avec la conspiratio et la compatio le texte du problème 7 dont nous sommes partis tiré de la section des Problemata d'Aristote consacrée à la sympatheia compatio. Et nous retrouvons ce thème qui est le thème de ce qu'on appelle les effets de sympathie du pseudo-Aristote. Alors les effets de sympathie, vous allez voir que est-ce que cela suffit pour rendre compte du fait que nous souffrions dans la pensée, dans la dianoia, les souffrances qui sont infligées à tel homme, telle femme, dans telle ou telle circonstance que j'évoquais à l'instant, châtiment, exécution, torture, question. Il y aura beaucoup à dire sur la question. Bon, dans les problémata, on a en guise d'effet de sympathie les effets du bâillement d'autrui sur le nôtre, les effets du feu sur l'envie d'uriner, les effets de la contagion, disons, de certaines maladies, les effets de certains bruits sur nos sens et de certains objets sur la vue, les effets de certaines blessures, la contagion de la phtisie, de l'ophtalmie, de la peste, l'action du pourpier et du sel sur les saignements, l'action contraire de la cendre et du nitre. C'est très intéressant, mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont les problèmes du type 2. Pourquoi, quand on touche certains malades, contracte-t-on l'affection dont ils souffrent, tandis qu'en touchant des gens en santé, on ne gagne pas la santé qu'ils ont? Bonne question. Pourquoi certains bruits pénibles à notre oreille nous font-ils frissonner, par exemple une scie qu'on affûte, une pierre ponce que l'on coupe, un caillou que l'on broie, tandis que les signes extérieurs des souffrances que la vue nous révèle nous font ressentir ces impressions nous-mêmes? Ces formulations, auxquelles on pourrait ajouter, bien sûr, l'énoncé du 7e problème, pourquoi, en voyant quelqu'un se couper ou se brûler ou se contorsionner ou souffrir quelque horrible douleur, souffrons-nous aussi en pensée? Toutes ces formulations, nous les retrouverons, nous les étudierons, nous les sonderons, si je puis dire, en lisant un peu d'Aristote, mais aussi un peu de son commentateur, Pierre d'Abano, dans l'exposition des Problemata. Tous ces problèmes sur lesquels nous reviendrons, et je conclus, sont inséparables de beaucoup de choses, mais aussi de la langue et de l'analyse des discours. Je n'y ai pas encore fait vraiment allusion, mais il va falloir s'y plonger. Ils sont inséparables de l'histoire des pratiques, des techniques de soi, des usages du corps, c'est évident. Ils s'inscrivent dans ce qu'on pourrait appeler une archéologie de la souffrance. Archéologie du sujet de la passion et archéologie de la souffrance ont partie liée. Je parle du discours, je parle des savoirs, je parle des pratiques relatives à la souffrance. Mais je dois ajouter relative à la douleur, au couple souffrance-douleur. Et ce couple souffrance-douleur va nous conduire à, en somme, un ensemble de textes qui porteront aussi bien sur la médecine que sur la torture. C'est les deux pôles extrêmes. L'archéologie du sujet de la passion et l'histoire de la douleur ont partie liée. C'est là, exactement en ce point, que l'on retrouve par l'articulation passion avec un grand P et passion avec un petit p, les problèmes théologiques, l'articulation de l'anthropologie et de la christologie. De fait, de quoi parle-t-on?
j'ai librement et sans aucun doute assez confusément associé passion, douleur, souffrance, dans une sorte de ternaire comme s'ils étaient synonymes, substituables, plus ou moins équivalents, plus ou moins interchangeables, tout en posant leur articulation, soulignant leur relation forte, donc par là même, si je souligne leur relation forte, je souligne leur distinction, et donc leur non-synonymie. On doit ajouter, et de fait on a ajouté dans l'histoire à cela douleur, souffrance, passion, passion, douleur, souffrance, affection et affect. Et je ne parle pas du terme émotion que nous allons retrouver, qui nous attend hélas. Passion, affect, douleur, souffrance, passion, émotion. Il y a là 3 couples. Passion, affect, douleur, souffrance, passion, émotion. L'inventaire est-il complet? Ne peut-on combiner autrement les termes? Le problème n'est pas seulement lexicographique, pas seulement conceptuel, relevant d'une histoire des concepts, il relève de l'histoire des problèmes, mais aussi de l'archéologie du savoir, mais aussi de l'archéologie philosophique. En fait, c'est tout cela, c'est tout cet ensemble confus dont on ne vient d'évoquer que les premiers contours, qui est le sujet de la passion. À la semaine prochaine, donc, pour plus de précision. Merci de votre patience.